Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Donc déjà, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il faut pas voir ça comme un remplacement d'une séance d'entraînement. Je crois que c'est pas l'objectif de cette technologie-là. Ça pourrait être éventuellement un facilitateur d'accès à l'activité physique pour dans certaines conditions, pour certaines personnes qui pourraient pas avoir accès facilement à l'entraînement, par exemple dans des périodes de pandémie où ça a été beaucoup plus dur de pouvoir s'entraîner. Donc, je pense que ça peut être une alternative dans ces cas-là. Mais il faut voir ça comme un environnement dans lequel tu peux manipuler plein de choses en fait, puisque c'est contrôlé par un ordinateur, contrairement au terrain. Donc, il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire en réalité virtuelle que je peux pas faire sur le terrain, par exemple. Je pense que c'est comme ça qu'un coach doit se positionner. C'est pour supplémenter l'entraînement, par exemple, pour un athlète qui aurait des difficultés dans un certain type de jeu, par exemple, ou certains types de situations face à des stresseurs, par exemple. Souvent, ça c'est, je pense, un des meilleurs leviers. Ça serait peut-être pour essayer de reproduire un petit peu le stress de compétition, aider à reproduire le stress de compétition. On sait que c'est extrêmement difficile à reproduire à l'entraînement. Mais ça pourrait être un moyen de le reproduire. Puis il y a déjà eu des études qui commencent à être faites là-dessus, en intégrant des bruits de foule là-dedans, en intégrant des environnements dans lesquels les athlètes vont évoluer en compétition ensuite. Par exemple, sur le terrain aussi, c'est très difficile des fois de réunir plusieurs athlètes pour créer un jeu. Il peut être difficile de pouvoir moduler comme on le souhaite le type d'entraînement. Donc ça permettrait de faire des répétitions, mais dans plein de contextes différents, en fait, en demandant à un ordinateur de générer les conditions. Je peux donner des exemples plus précis avec ce qu'on fait, par exemple, en boxe. Avec Boxe Canada, Boxe Québec notamment, on travaille beaucoup là-dessus parce que clairement, leurs problématiques, elles sont claires. Puis ça, c'est peut-être un autre sujet qu'on pourrait aborder au sujet de l'innovation. Comment quand tu veux utiliser une technologie, comment tu dois d'abord débuter avec des objectifs clairs pour répondre aux objectifs de performance. Mais ça, on pourrait y revenir après. Mais donc avec boxe, c'est assez clair. Je pense que c'est un sport où il y a un réel danger à l'entraînement. Quand tu veux faire un entraînement qui reproduit les conditions de compétition, c'est-à-dire le sparring, le combat de sparring, en fait, un combat d'entraînement, qui peut être gradé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différents niveaux de difficulté dans le sparring, mais un sparring, c'est dangereux à la base. Tu vas te battre contre un adversaire, il va te donner des coups, donc il y a un risque, de blessure. Donc, tu peux pas demander à un athlète de faire un sparring tous les jours. Il y a trop de risques associés à ça. Donc, l'idée est venue l'idée est venue d'essayer d'entraîner les décisions, la prise de décision, ou en tout cas d'augmenter la stimulation de prise de décision chez le boxeur, puisque finalement, tu peux vraiment le faire que dans des conditions réelles, une fois par semaine ou deux, lors de combats de sparring. Puis en plus, il y a eu la pandémie qui a frappé au moment où on commençait à travailler là-dessus. Donc, c'était une troisième condition remplie, on va dire, pour dire que ça pouvait être une belle alternative à l'entraînement. Un supplément à l'entraînement. Et donc, dans ces conditions-là, ça devient intéressant, je pense, pour les boxeurs de pouvoir faire face à des adversaires virtuels qui peuvent être, qui peuvent présenter une certaine variabilité. Voilà, parce que c'est ça aussi, préparer un combat de boxe, c'est se préparer à un type d'adversaire. Et les types d'adversaires sont toujours un peu différents. Et c'est souvent ça qui surprend les athlètes. Donc, si on pouvait, et l'accessibilité au sparring est pas toujours évident en boxe. Tu finis toujours par te retrouver contre les mêmes sparring partners. Donc, tu affrontes toujours le même type d'opposants. Si t'es dans les catégories de poids lourds, le danger est encore plus élevé parce que quand ça frappe fort. Puis, il y en a pas non plus beaucoup des poids lourds. Donc, ça devient intéressant de se stimuler face à des adversaires virtuels, sans risque de blessure, pour augmenter la charge finalement,
la charge et le nombre d'expositions au combat. Par contre, c'est sûr que, comme tu disais au début, il peut y avoir certaines limitations parce que le boxeur, il a pas de retour haptique, en fait, ce qu'on appelle retour haptique, c'est-à-dire qu'il frappe dans le vide. Alors, quand on a fait ça au boxeur la première fois, c'est sûr que c'est la première remarque qu'ils ont fait, c'est je donne des coups, mais je sens rien, parce qu'ils sont tellement habitués à avoir un impact. Cela dit, ils font quand même beaucoup de ce qu'on appelle de shadow boxing, c'est de donner des coups dans le vide. Donc, on pourrait aussi voir ça comme une forme de shadow boxing augmenté, puisque cette fois, t'as un retour visuel, en fait. Puis c'est là que je vois où est-ce que c'est quand même quelque chose de complémentaire. Où est-ce que si ça devient 100% de ton entraînement, je pense pas que c'est ça que tu es en train de dire non plus, mais ça devient problématique parce que là, justement, tu n'as pas le retour haptique comme tu mentionnes. Mais d'ailleurs, tu parlais d'exemples, puis moi, quand tu me parlais de t'habituer à des nouveaux environnements, je pense à un athlète qui a à compétitionner des fois dans différentes arènes. Puis là, je parle d'aréna en tant que tel. Je vais prendre l'exemple de basketball. Tu vois, des fois, tu vas avoir des équipes de basketball universitaires où est-ce que les athlètes sont habitués de faire leur lancer franc, tout le temps dans le même stade parce que dans leur propre gymnase, dans leur propre endroit. Mais des fois, tu as des matchs justement de championnat national ou des matchs comme à Ottawa, par exemple, il y a la Capital Classic ou Capital Hoops Classic, c'est où est-ce que Carleton joue contre l'Université d'Ottawa. Mais ce match-là a lieu soit à l'Aréna des Sénateurs d'Ottawa, donc une aréna de 18 000 places, ou à certaines années, a lieu à l'Aréna des 67 d'Ottawa, qui est une aréna qui contient peut-être 6 000 à 7 000 personnes. Et le point avec ça, c'est qu'un des entraîneurs à l'époque m'avait confié le fait qu'un des plus gros défis dans ce match-là, c'est s'adapter à la différente perception de profondeur quand tu es dans un gymnase où est-ce que les murs sont très proches versus quand tu vas faire tes tirs ou tes lancers francs, quand tu vas être dans une aréna de 10 000 personnes, parce que le mur n'est pas à la même place. Ce que tu as en arrière, c'est la foule. Mais là, après ça, on pense justement à la Ligue nationale de basketball, à la NBA, je l'ai mal dit, mais on se comprend, où est-ce que justement, de certaines arénas où c'est complètement noir, où est-ce qu'ils vont vraiment mettre tout ça noir autour du court, comme à Los Angeles, mais tu en as d'autres qui vont garder ça complètement allumé. Fait que tu as vraiment différentes vibes. Puis tu pourrais même amener ça à la Ligue nationale de hockey, où est-ce que quand tu compares entre ce qui se passe ou l'ambiance qu'il y a au Centre Bell versus à l'aréna des Golden Knights de Vegas, où est-ce que tu as des canons puis tu as plein d'affaires qui se passent autour. Donc, c'est complètement différent. Puis moi, je pense que juste ça peut quand même amener, ou du moins, tu es peut-être plus familier avec ça, puis tu es au moins que tu comprends que ça joue là-dessus. Mais l'autre chose que tu as mentionné quand tu me parlais d'espace, le volet 360, où est-ce qu'on s'habille juste à scanner, ça me faisait penser à un gardien de but. Tu sais, des fois, il y a certains gardiens de but au hockey qu'ils vont le coller sur le poteau, l'action va être à l'arrière du but, mais un de leurs plus gros défis, c'est de partir, de regarder à l'arrière du but ce qui se passe et de retrouver leur champ de vision à l'avant du but puis de trouver où est-ce que le tireur peut potentiellement être. Mais est-ce que je me trompe de dire que ça, c'est exactement le genre de situation où est-ce que ça pourrait être utile, justement? Ouais, exactement. Pour faire le parallèle, en fait, on a travaillé là-dessus en préparation des derniers Jeux avec l'équipe de Water Polo Canada. Et Véronique Richard, justement, que t'as accueilli dans le podcast il y a pas très longtemps, on a travaillé sur l'anticipation des gardiens, les stratégies visuelles des gardiens, justement, avec une application de réalité virtuelle 360, où en fait c'est ce qu'on appelle un test d'occlusion, donc où tu vas couper l'action au moment où une décision doit être prise. Donc là, en fait, ça serait au moment où il y a une anticipation à faire, pardon. Donc ça serait au moment où l'athlète souvent libère la balle, enfin l'athlète qui est en position de tirer va libérer le ballon. Et donc là, le gardien, tu lui demandes en fait de faire un mouvement, le mouvement qui correspond à l'arrêt de là où est-ce qu'il pense que le ballon va aller finalement. Et donc avant de faire ce processus d'anticipation, c'est que l'athlète doit scanner la scène, il doit prendre l'information, doit suivre le jeu et donc s'exposer à ce genre de scène-là. Donc c'est typiquement, ouais, c'est un bon exemple de ce qui peut se faire en 360. On peut le faire soit sous forme de test d'anticipation, comme avec les gardiens. En boxe, on l'avait fait aussi en préparation des Jeux de Tokyo, en forme de prise de décision, c'est-à-dire qu'on exposait les boxeurs à des situations, par exemple des ouvertures chez l'adversaire. L'idée, c'était qu'il devait regarder les ouvertures et trouver les ouvertures chez un adversaire et effectuer la bonne combinaison de mouvements en réponse à ces ouvertures-là. Mais il y a deux choses que tu as dit qui sont